Le son de la cloche de l'église Saint-Pierre résonnait encore dans les ruelles pavées lorsque je franchis pour la dernière fois le portail du cimetière. Mes mains gantées tremblaient, non seulement à cause du froid mordant d'octobre, mais aussi sous le poids de l'enveloppe scellée que le notaire m'avait remise discrètement après la cérémonie. Henri était là, sous la terre humide, entouré de couronnes de chrysanthèmes qui commençaient déjà à faner. Sophie marchait à mes côtés en silence, ses yeux rougis fixés sur le sol mouillé par les feuillates dorées qui tombaient des arbres centenaires. L'arôme du café venait de la boulangerie Moreau, où Henri achetait des croissants tous les matins depuis 30 ans. Maintenant, ce simple rituel semblait impossible à poursuivre sans lui. En rentrant à la maison, Sophie s'effondra sur le canapé de velours bordeaux que nous avions hérité de grand-mère. La lumière grise de l'automne filtrait à travers les rideaux de lin, créant des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres. Je préparais du thé à la camomille, tandis qu'elle feuilletait distraitement un album de photographies, murmurant doucement des souvenirs que nous partagions avec Henri. Mes doigts caressaient l'enveloppe dans ma poche, sentant le papier épais qui renfermait des secrets que je ne savais pas encore comment révéler. Dans son bureau, parmi les étagères remplies de Proust et de Camus, j'avais découvert non seulement un testament, mais une seconde vie qu'il avait tenue cachée. Une propriété en Provence, isolée entre oliviers et lavandes, nous attendant comme un cadeau posthume. Cette nuit-là, allongée dans notre lit désormais vide, j'observais les rideaux de coton bouger, avec le vent qui s'engouffrait par l'entrebâillement de la fenêtre. Le parfum d'Henri imprégnait encore les oreillers, se mêlant à l'arôme lointain des jardins mouillés par la pluie fine. Sophie était retournée dans son appartement à Lyon, me laissant seule avec mes pensées et le secret qui pesait comme du plomb sur ma poitrine. La maison en Provence resterait silencieuse, du moins pour l'instant. Quelque chose me disait que révéler cet héritage maintenant serait précipité, peut-être même dangereux pour le fragile équilibre que nous tentions de maintenir après sa perte. Henri avait toujours été un homme de surprise, mais celle-ci les surpassait toutes. Sophie revint le lendemain matin, apportant des pains au chocolat de la boulangerie et des nouvelles de son divorce houleux. Nous nous assîmes à la table en chêne de la cuisine, où la lumière matinale créait des motifs dorés sur les tasses en porcelaine bleue qu'Henri avait choisies lors de notre voyage à Limoges. Elle parlait de Marc, des dettes qui s'accumulaient, du besoin urgent de recommencer sa vie. Ses yeux brillaient de larmes contenues lorsqu'elle mentionna la possibilité de déménager à Paris, loin des souvenirs douloureux que Lyon représentait désormais. Chacun de ces mots faisait battre mon cœur plus vite, pensant à la maison cachée entre les collines provençales. Serait-il égoïste de garder ce secret? Ou serait-ce de la sagesse d'attendre le bon moment pour le révéler? L'automne avançait et les feuilles des platanes de la rue de la République formaient des tapis dorés sur les trottoirs mouillés. Pendant nos promenades vespérales, Sophie commentait les propriétés à vendre en ville, calculant valeur et possibilités. Ses paroles sur l'argent et les changements me rappelaient constamment le second héritage, qui restait gardé comme un trésor secret dans mon cœur. Henri avait été méticuleux dans ses plans, mais pourquoi avait-il choisi de garder cette propriété secrète, même de Sophie? Peut-être savait-il qu'un jour viendrait où nous aurions besoin d'un refuge, un endroit où nous pourrions nous reconnecter, loin des pressions de la vie quotidienne. Pour l'instant, mon silence serait ma protection contre des décisions précipitées. Les semaines passèrent entre café du matin et dîner silencieux, où Sophie et moi naviguions prudemment entre souvenirs et projets d'avenir. Le vin rouge qu'Henri gardait dans la cave commençait à diminuer, accompagnant nos conversations nocturnes sur tout, sauf sur ce qui importait le plus. J'observais ma fille, remarquant comment elle avait hérité la détermination de son père et ma tendance à la mélancolie. À chaque mention de vente de la maison, de déménagement à Paris, de nouveaux départs nécessaires, je sentais le poids de l'enveloppe rangée sur le bureau dans le bureau. Henri, même dans la mort, continuait de protéger notre famille de manière que nous ne comprenions pas encore complètement. Le secret de la maison en Provence attendrait le moment parfait
pour se révéler. Sophie commença à fréquenter la maison plus régulièrement, arrivant toujours avec une chemise remplie de documents financiers et une détermination que je reconnus immédiatement comme l'héritage d'Henri. Ces visites coïncidaient invariablement avec l'heure du déjeuner, quand je préparais des plats simples comme une quiche lorraine ou une salade niçoise. Elle s'asseyait à la table de la cuisine, étalant des papiers entre les assiettes en porcelaine, parlant d'hypothèques, de valeurs immobilières et de l'urgence de liquider des biens. Marc avait laissé des dettes considérables et Sophie voyait notre maison familiale comme la solution la plus évidente à ses problèmes financiers. Chaque chiffre qu'elle mentionnait me serrait l'estomac, non par la somme impliquée, mais par la proximité dangereuse avec le secret que je gardais. La maison de Provence valait bien plus qu'elle ne l'imaginait. Lors d'un dîner particulièrement tendu, je préparais le coq au vin préféré d'Henri, utilisant la recette que sa mère m'avait enseignée des décennies auparavant. Le vin rouge bouillonnait dans la cocotte, tandis que Sophie calculait à voix haute combien nous pourrions obtenir de la vente de la propriété. « Maman, il faut être pratique », dit-elle, coupant méthodiquement le poulet pendant que je servais des pommes de terre dorées. Papa n'aurait pas voulu nous voir nous débattre financièrement alors qu'il y a une solution si évidente. Ces paroles résonnèrent dans la cuisine chaleureuse, se mêlant à l'arôme des champignons sautés et au son de la pluie battant les fenêtres. Je buvais mon vin en silence, sachant qu'Henri avait prévu exactement cette situation. Il a toujours été plus malin que nous tous. Les conversations entre nous devinrent des chants de mine émotionnels, où chaque phrase cachait des intentions et des peurs non déclarées. Sophie mentionnait des agents immobiliers qu'elle avait contactés, tandis que je déviais le sujet vers ses souvenirs d'enfance dans les jardins de la maison. Pendant les après-midi pluvieux de novembre, nous prenions le thé Earl Grey dans le salon, entourés par les bibliothèques qu'Henri avait construites de ses propres mains. Elle feuilletait des magazines immobiliers parisiens, tandis que je faisais semblant de lire Colette. Mais, en réalité, j'observais chaque expression de son visage. La tension montait comme l'humidité de l'automne, lourde et inéluctable. Je savais que mon silence devenait un mensonge actif, mais quelque chose m'empêchait de révéler la vérité. Peut-être était-ce la peur, peut-être était-ce l'intuition. Les rumeurs commencèrent subtilement, comme cela arrive toujours dans les petites villes proches de Lyon. Madame Beaumont, notre voisine retraitée, commenta lors de ses courses à la boulangerie des propriétés abandonnées dans la région qui étaient inventoriées par la mairie. Monsieur Château, le facteur, mentionna du courrier adressé à Henri, arrivant de Provence même après sa mort. Sophie n'était pas présente lors de ces conversations apparemment innocentes, mais je sentais l'étau se resserrer. À la pharmacie, en achetant mes médicaments pour la tension, j'entendis des chuchotements sur des héritages non déclarés et des familles qui découvraient des propriétés secrètes des années après les décès. Mon cœur s'emballait chaque fois que quelqu'un mentionnait des testaments ou des propriétés oubliées. Le secret commençait à prendre vie. Un froid matin de décembre, Sophie apparut plus tôt que d'habitude, portant du café de la boulangerie et une expression déterminée que je reconnus immédiatement comme l'héritage d'Henri. Elle avait passé la nuit à rechercher des valeurs immobilières, en ligne, et apportait des propositions imprimées de 3 agents différents. « Maman, j'ai trouvé des acheteurs intéressés !» annonça-t-elle, étalant les papiers sur la table encore mouillés par la rosée qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. « On peut conclure une excellente affaire avant Noël. » Ces paroles tombèrent sur moi comme des pierres glacées. Pendant qu'elle expliquait des projets de déménagement à Paris, des appartements qu'elle avait visités virtuellement, la nouvelle vie qu'elle construirait avec l'argent de la vente, je sentis le monde tourner. Le secret de la maison en Provence pulsait dans mon esprit, comme un cœur désespéré. Cette nuit-là, seule dans le bureau d'Henri, j'ouvris à nouveau tous les documents qu'il avait laissés organiser sur son bureau en acajou. L'acte de propriété en Provence était là, avec des photographies que je n'avais pas remarquées auparavant. Une grande maison en pierre, couverte de lierre, des jardins sauvages remplis de lavande,
une vue panoramique sur des collines dorées par le soleil méditerranéen. Henri avait visité cet endroit pendant des années, le gardant comme son refuge secret, sa surprise finale pour notre famille. En marge des documents, je trouvais des annotations de sa main soignée. Pour quand nous aurons besoin d'un nouveau départ et l'endroit où Sophie pourra trouver la paix. Il avait tout planifié, prévoyant même le divorce de sa fille et notre besoin de refuge. Comme toujours, Henri avait 3 coups d'avance sur nous tous. Le week-end arriva, chargé de nuages lourds qui promettaient une pluie intense. Sophie avait apporté une petite valise, prévoyant de passer 2 jours à organiser les affaires d'Henri en vue du déménagement imminent. Elle travaillait méthodiquement, séparant les livres dans des cartons étiquetés, pliant les vêtements qui seraient donnés à la paroisse locale. Je préparais constamment du café, trop nerveuse pour me concentrer sur une quelconque tâche. La maison semblait résonner avec des fantômes de conversations futures, avec des mots qui n'avaient pas encore été prononcés. Dehors, le vent agitait les branches nues des chênes, créant des ombres dansantes sur les fenêtres embuées par la condensation. Sophie fredonnait doucement en travaillant, une mélodie qu'Henri avait l'habitude de siffler pendant ses projets de week-end. La normalité de la scène contrastait dangereusement avec la tempête que je sentais approcher. Ce fut dans la bibliothèque du 2e étage que tout changea irréversiblement. Sophie était en train d'organiser les volumes de littérature classique qu'Henri avait collectionnés pendant des décennies, lorsqu'une enveloppe jaunie tomba de l'intérieur du Père Goriot de Balzac. J'entendis son exclamation de surprise depuis la cuisine, où j'épluchais des pommes de terre pour le déjeuner. « Maman, viens voir ça !» cria-t-elle, et quelque chose dans son ton me glaça le sang. Je montai les escaliers, les jambes tremblantes, la trouvant assise sur le tapis persan, tenant une lettre manuscrite. L'écriture d'Henri était inimitable, élégante, inclinée, empreinte de la précision qui caractérisait tous ses écrits. Sophie lisait en silence, ses yeux parcourant les lignes, avec une perplexité croissante. Quand elle leva les yeux vers moi, je vis la même expression qu'Henri avait lorsqu'il découvrait quelque chose qui changeait tout. « Maman, papa a écrit sur « un endroit où la famille aura toujours un refuge », dit Sophie, sa voix chargée de curiosité et de suspicion. Il mentionne des projets qu'il ne m'a jamais racontés, des propriétés qui pourraient nous aider à l'avenir. Elle lut des passages à voix haute, tandis que je restais paralysée dans l'embrasure de la porte du bureau, m'accrochant au montant pour ne pas m'effondrer. Les mots d'Henri résonnaient dans la pièce. Promesses de sécurité, mentions vagues de surprise que seul le temps révélerait, références cryptiques à des champs de lavande où Sophie trouvera sa paix. Chaque phrase était une révélation et une accusation. Ma fille me regardait avec des yeux qui commençaient à briller de suspicion, la même perspicacité analytique qui l'avait rendue une avocate respectée avant le divorce. « Vous savez de quoi il parle, n'est-ce pas ?» Nous descendîmes à la cuisine dans un silence tendu, elle portant la lettre comme preuve d'un crime non avoué. Tandis que j'essayais de me concentrer sur le déjeuner, Sophie s'assit à table et relut la lettre à plusieurs reprises. L'arôme de baguettes fraîchement cuites venait de la boulangerie voisine, se mêlant à l'odeur du pot-au-feu que j'avais préparé plus tôt. La bouilloire commença à siffler sur la cuisinière, un son aigu qui coupa l'air comme une sirène. Sophie plia la lettre soigneusement, la posa sur la table entre nous et me fixa avec une détermination que je reconnus comme purement sienne. « Maman, je dois savoir ce que papa cachait. » Ces mots étaient assez calmes, mais il y avait de l'acier dans sa voix. « Et je dois savoir pourquoi vous ne me l'avez pas dit. » Le moment que je redoutais était enfin arrivé, inévitable comme la marée. L'air dans la cuisine devint lourd, presque irrespirable. J'éteignis la cuisinière, les mains tremblantes, et m'assis devant Sophie, sentant le poids de semaines de silence peser sur ma poitrine. Dehors, la pluie commença à battre les fenêtres avec une intensité croissante, créant un rythme hypnotique qui accompagnait les battements accélérés de mon cœur.
Sophie attendait, ses mains jointes sur la table, les yeux fixés sur moi, avec une patience qu'elle avait héritée d'Henri. « Il y a une autre maison. » Réussis-je enfin à murmurer, ma voix à peine audible au-dessus du bruit de la tempête. « En Provence. Votre père m'a laissé 2 propriétés, pas seulement celle-ci. » Les mots sortirent comme une confession, libérant un poids que j'avais porté seule pendant des mois. Sophie ne bougea pas, mais je vis ses pupilles se dilater sous le choc. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» La question de Sophie résonna dans la cuisine comme un coup de feu. Je cherchais des mots qui pourraient expliquer mes peurs, mon incertitude, mon besoin désespéré de protéger ce qui restait de notre famille. Je pensais qu'il valait mieux attendre, murmurai-je, sachant à quel point cette explication semblait faible, même à mes propres oreilles. Vous faisiez face au divorce, aux dettes. Je ne voulais pas ajouter de complications. Sophie se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre où la pluie créait des motifs abstraits sur le verre. « Des complications ?» répéta-t-elle, sa voix chargée d'incrédulité et de chagrin. « Maman, j'ai prévu de vendre cette maison, notre maison familiale, parce que je pensais que nous n'avions pas le choix. Et pendant tout ce temps, il y avait une autre propriété ?» Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par le tambourinement incessant de la pluie. La décision vint comme un murmure au milieu de la tempête. Sophie restait dos à moi, observant la pluie qui transformait notre jardin en un lac improvisé. Je pris une profonde inspiration et prononçai les mots qui changèrent tout. « Voulez-vous connaître la maison ?» Elle se retourna lentement, le visage encore marqué par le chagrin, mais avec une curiosité brillante dans ses yeux. « Demain, nous pourrons conduire jusqu'en Provence, » continuai-je, me sentant comme si je sautais d'une falaise. « Votre père a laissé des instructions détaillées sur la façon d'y arriver. » Sophie acquiesça en silence, et pour la première fois depuis des semaines, je vis autre chose que de la tension dans son expression. Nous passâmes le reste de la nuit à organiser des cartes et des documents, planifiant un voyage qu'Henri avait rêvé que nous ferions ensemble. La tempête se calma pendant la nuit, comme si le temps lui-même savait que quelque chose était en train de changer. Nous partîmes tôt le lendemain matin, notre vieille Peugeot chargée de provisions que Sophie avait achetées à l'épicerie. Fromage de chèvre, pâtés régionaux, une bouteille de Côte-du-Rhône qu'Henri appréciait. La route serpentait à travers des paysages qui se transformaient progressivement du vert humide du nord au ton doré du sud. Sophie conduisait dans un silence concentré, consultant occasionnellement les notes détaillées qu'Henri avait laissées. J'observais son expression dans le rétroviseur, remarquant comment elle se détendait imperceptiblement à mesure que nous nous éloignions de Lyon. « Papa a vraiment tout planifié, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle lorsque nous nous arrêtâmes pour faire le plein dans une petite ville dont Henri avait entouré le nom sur la carte. Même le chemin que nous devions prendre. Sa voix portait un mélange d'admiration et de mélancolie. Le soleil était haut quand nous trouvâmes enfin le chemin de terre qui menait à la propriété. Des oliviers centenaires bordaient le sentier étroit, leurs branches argentées se balançant doucement dans la brise chaude de Provence. Sophie ralentit, toutes deux absorbant le paysage qui se déployait devant nous comme une peinture impressionniste. Des champs de lavande s'étendaient à perte de vue, leurs tiges sèches promettant des explosions violettes au printemps prochain. « Mon Dieu !» murmura Sophie lorsque nous aperçûmes la maison pour la première fois. Une bastide en pierre couleur miel émergeait entre cyprès et lierre sauvage, ses fenêtres en bois peintes en bleu provençal, reflétant le ciel sans nuages. Henri avait choisi un coin de paradis et l'avait gardé secret, attendant le bon moment pour nous offrir sa découverte. La maison respirait des histoires non racontées. Nous entrâmes par une porte en chêne massif qui s'ouvrit avec une facilité surprenante, révélant un intérieur qu'Henri avait visiblement visité et entretenu pendant des années. Des meubles rustiques en bois sombre occupaient des pièces au sol en terre cuite et aux poutres apparentes au plafond.
Sophie se déplaça dans les pièces avec un silence révérencieux, touchant les surfaces comme si elle apprenait une nouvelle langue par le toucher. Dans la cuisine, nous trouvâmes des preuves récentes de la présence d'Henri. Une bouteille d'huile d'olive locale à moitié vide, des épices régionales organisées dans des pots en céramique, un carnet rempli de recettes manuscrites. « Il venait ici seul », murmura Sophie, feuilletant des pages qui décrivaient des plats provençaux que nous n'avions jamais goûtés à la maison. C'était son refuge secret. La réalisation lui apporta des larmes aux yeux. Mais c'étaient des larmes de compréhension, pas de chagrin. L'après-midi se déroula comme un cadeau non emballé. Nous nous installâmes sur la terrasse avec vue sur les champs dorés, partageant du fromage de chèvre et du vin rosé que nous avions trouvé dans la cave parfaitement climatisée. Sophie parlait maintenant avec une légèreté que je n'avais pas vue depuis des mois, racontant des souvenirs d'Henri que j'avais oubliés, riant de ses manies organisationnelles qui s'étendaient même à ce sanctuaire secret. « Il savait que j'en aurais besoin », dit-elle, gesticulant vers le paysage infini. « Il savait que j'aurais besoin d'un endroit pour guérir. » La brise transportait des arômes de thym et de romarin sauvage, se mêlant au parfum lointain de lavande qui imprégnait tout en Provence. Pour la première fois depuis les funérailles, je sentis Henri véritablement présent, non pas comme une absence douloureuse, mais comme une bénédiction continue. Lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de tons roses et dorés qui rivalisaient avec n'importe quelle œuvre d'art, Sophie et moi nous trouvâmes assises, côte à côte sur la terrasse, partageant un silence complètement différent de celui qui nous avait accompagnés pendant des mois. « Merci d'avoir attendu », dit-elle finalement, sa main trouvant la mienne. « Merci d'avoir su quand était le bon moment de me montrer cela. » Je serrai ses doigts, sentant comment Henri avait tout orchestré avec la maîtrise de celui qui connaissait profondément le cœur de sa famille. La maison en Provence n'était pas seulement une propriété. C'était son dernier cadeau d'amour, une preuve que même dans la mort, il continuait à prendre soin de nous. Le secret que j'avais tant craint de révéler s'était transformé en la clé qui ouvrit nos âmes blessées à la guérison.